Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Permettez-moi dans un premier temps de vous saluer, vous qui êtes les fidèles du Sommet mondial du leadership, mais permettez-moi également, vous qui venez pour la première fois à cette conférence, de vous saluer tout aussi chaleureusement. Développer son leadership et celui des autres, ce seul intitulé peut déjà susciter chez vous un certain nombre de réactions. Comment pourrais-je développer le leadership de quelqu'un d'autre alors que moi-même je suis peut-être en apprentissage? Et puis d'ailleurs, très sérieusement, est-ce que tout le monde a vraiment du leadership? Est-ce que ce n'est pas plutôt une affaire de poste de responsabilité? Sachez qu'à vos questions, je rajoute même la mienne. Comment faisons-nous pour permettre à des personnes de réaliser qu'elles ont un réel potentiel en termes de leadership et qu'elles peuvent l'exprimer? La question du leadership, c'est quoi? C'est une question en fait d'influence intentionnelle. Permettez-moi de commencer par une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, sincèrement, il y a très longtemps puisque c'était même au siècle dernier, j'étais alors chef de service. Je travaillais pour le compte d'une grande ville et à ce moment-là, nous étions en train de rencontrer des problèmes avec un partenaire associatif. Nous avions convenu de nous retrouver dans les locaux de cette association. Je ne pouvais pas personnellement être présente, mais j'avais une collègue qui était très compétente et pourrait faire tout à fait l'affaire. Nous préparons cette rencontre. Les risques, les opportunités, les enjeux, les marges de manœuvre. Et forte de ce bagage, elle part à la rencontre. 2 heures après, elle en revient. Elle a bien évidemment hâte de me relater ce qui s'est passé. Et de mon côté, j'ai bien sûr hâte d'entendre ce qu'elle a dit. En quelques mots, elle me décrit la situation, les personnes présentes, les sujets qui ont été évoqués. Et elle me dit, vois-tu Anita, à un moment donné, nous nous sommes de nouveau retrouvés sur ce fameux point de blocage. Alors, elle a utilisé tous les argumentaires que nous avions préparés. Mais en réalité, rien n'y faisait. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit la phrase suivante. Anita, je me suis dit, je vais le faire à la Saubler. Saubler, c'est bien mon nom de famille. Mais peut-être comme vous-même, vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, très sincèrement, je n'ai pas du tout compris ce qu'elle était en train de me dire et je lui ai fait répéter. Anita, me répète-t-elle, à ce moment-là, je me suis dit, je vais le faire à la Saubler. Vois-tu, ça fait des années que nous travaillons ensemble. Je te vois faire. Je vois comment tu penses, comment tu abordes les questions, notamment quand il y a conflit. Je me suis inspirée de toi et le problème s'est débloqué. Ça y est, la situation est réglée. Waouh! Je dois avouer que je suis restée, pas que quelques minutes, mais quelques heures complètement hébétée, en me disant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que moi, je peux être une source d'inspiration, qu'on peut me regarder et tirer enseignement. Elle a dit qu'en fait, j'avais eu une telle influence que, sans être physiquement présente pendant cette rencontre, j'en avais indirectement contribué à sa réussite. En fait, ce jour-là, j'ai découvert que j'avais un leadership, alors même que je n'en connaissais pas le concept. Mais maintenant, si on parlait de vous, de chacun d'entre vous, ne vous est-il jamais arrivé de vivre ce type d'expérience à l'occasion d'une rencontre familiale, professionnelle, associative, où vous avez pu, par votre attitude, une proposition, une manière de faire, permettre de sortir d'une impasse et arriver à trouver une solution qui pouvait convenir à tout le monde? Vous avez certainement tous vécu ce genre d'expérience. Eh bien, bonne nouvelle, sachez que vous avez vous-même du leadership. Le leadership, c'est la question de l'influence. Or, par définition, nous sommes des êtres d'influence. Jetons même un coup d'œil à l'histoire de l'humanité. Les conquêtes territoriales, maritimes, spatiales, les guerres, les pactes, les alliances, les courants littéraires, philosophiques, culturels, les missions, les colonies, les croisades, les partis politiques, les associations, les syndicats.
tout cela n'est-il pas en fait sujet, objet et vecteur de leadership? En réalité, l'influence et l'influence intentionnelle font partie de notre vie quotidienne. Et pourtant, en France, on a un problème quand on parle de leadership. C'est un concept qui est mal connu, mal approprié et qui parfois même peut être sujet à suspicion. Et lorsque vous allez revenir, par exemple, de cette conférence du Sommet mondial du leadership ou de n'importe quelle autre conférence ou formation, peut-être que vous allez chercher à communiquer votre enthousiasme et que vous allez vous heurter à un mur d'incompréhension. Et pourtant, nous sommes dans une société où il n'y a jamais eu autant de jeux d'influence. C'est pour cela que dans les minutes qui suivent, je vais me proposer de répondre à 2 questions. Première question, à quoi ça sert le leadership? En fait, quelle en est sa raison d'être? Deuxième question, comment je fais pour le développer? La première partie de mon sujet sera plutôt une forme de plaidoyer avec quelques éléments d'observation de la société. La deuxième partie sera plutôt sous forme de mode d'emploi avec quelques pistes opérationnelles. Je vais cibler davantage les associations, les œuvres et les églises, mais mes propos peuvent s'étendre à tout autre milieu aussi. Commençons par ce concept de leadership. D'abord, c'est un concept, ce qui veut dire que c'est un magma d'idées, de pensées, de représentations. Chacun peut en tirer ce qu'il veut. Le terme leadership, en France, il n'a pas trouvé de mot équivalent. Nous n'avons pas de mot français pour le dire. Alors oui, bien évidemment, nous sommes habitués à utiliser des mots, des expressions étrangères dans notre propre vocabulaire de tous les jours. Mais quand nous n'arrivons pas à trouver la traduction d'un terme, est-ce que ça veut dire que quelque part, il correspond peut-être à une idée que nous avons l'impression de ne pas avoir dans notre culture? D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique la difficulté d'implantation du concept de leadership en France. Alors, essayons peut-être de nous rabattre sur une définition. Eh bien là, on est mal parti, parce qu'on estime entre 230 et 250 définitions du leadership, en ne comptant que celles qui ont été formulées par des experts. Autre élément qui vont continuer à semer un petit peu la confusion. Quelle image avons-nous du leadership en France? Alors, je vous prie de m'excuser à vous qui nous écoutez de Suisse, de Belgique, du Canada et du Québec. Mais je suis sûre que mes propos vont pouvoir vous rejoindre dans votre contexte et que vous saurez aussi trouver une déclinaison dans votre culture personnelle. Quelle représentation avons-nous en France du leadership? Représentation, j'entends par là l'approche sociologique, c'est-à-dire, vous savez, cet ensemble d'idées qui fait qu'on va avoir comme des idées préconçues à l'avance, ou une projection. Si vous pensez qu'une personne est hypocrite, même le jour où elle vous dit la vérité, vous ne croirez pas qu'elle dit la vérité. Pour savoir les images que nous avons, l'image que nous avons du leadership, eh bien, allons sur la place publique Internet. Alors, évidemment, si je vous en parle, vous allez avoir envie d'y aller. Allez-y, n'hésitez pas, pianotez. Écrivez le mot leadership et cherchez dans la catégorie images. Et vous verrez ce que vous allez y trouver. En attendant que vous trouviez, je vais vous présenter une image que moi j'ai trouvée qui me semble intéressante parce que particulièrement représentative de dizaines d'autres. Découvrons-la. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le leadership qui, waouh, pulse. On y voit le leadership qui fait grandir. On y voit le leadership qui, waouh, trace la voie. Et on y voit le leadership qui a la clé de nos problèmes. Et tout cela est vrai. Et quand vous assistez à des conférences ou des formations sur la question du leadership, vous allez aborder l'un ou l'autre de ces thèmes. Mais je vous propose d'avoir un deuxième niveau de lecture de cette même illustration. Que voyons-nous? D'abord, par la tenue vestimentaire, nous imaginons un milieu professionnel. Très souvent, ce qui apparaît, c'est plutôt le milieu des affaires, le business. Parfois la politique, parfois le sport. Qu'est-ce que nous voyons également? Nous voyons une personne qui est devant et d'autres qui ont l'air de le suivre avec enthousiasme, comme s'ils avaient trouvé le sauveur. Que voyons-nous aussi? Tendanciellement, on est plutôt sur des hommes, 7 fois sur 10.
Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas largement présentes aussi. En fait, si vous faites partie d'un milieu représenté par ce genre d'image, vous allez vous sentir concerné. Si vous êtes en situation de responsabilité, vous allez dire « Ouah, moi je veux ça !» Et bravo, allez-y. Mais si vous n'êtes pas dans ce genre de milieu, si vous n'êtes pas en responsabilité d'encadrement, si vous n'êtes pas dirigeant, vous allez automatiquement vous dire « Ça, c'est pas mon affaire, cette histoire-là. Ça ne me concerne pas. » Et dans les milieux chrétiens, hormis quelques exceptions, on va peut-être même regarder ça avec suspicion. Est-ce qu'on n'a pas là le développement de l'ego? Est-ce qu'on ne valorise pas plus la force de l'homme que la force de Dieu? Est-ce que le leadership est compatible avec les valeurs de modestie et de service évangélique? Reprenons l'ensemble de ces petits ingrédients liés au leadership, prenons-les et posons-les de côté pour l'instant. Maintenant, je vous propose un autre angle de regard. Considérons nos sociétés. 4 caractéristiques. Vous les connaissez, je vais les évoquer, je ne rentre pas dans le détail. Première grande caractéristique, l'individualisation. C'est ce processus qui fait que chacun peut s'autodéterminer indépendamment d'un groupe social. Et après tout, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, l'individu a le droit, la possibilité de prendre de plus en plus sa propre décision. Mais en même temps, ça fait peser sur chacun une part de responsabilité beaucoup plus forte. Deuxième caractéristique de nos sociétés, l'évolution des normes. Je ne parle pas des valeurs. Petit exemple, la famille. Si aujourd'hui je dois décrire la famille, que vais-je dire? La famille, c'est papa et maman ou maman et papa. C'est papa et papa, c'est maman et maman. Ce sont des enfants que j'ai pu avoir naturellement, ce sont peut-être les enfants de mon conjoint issus d'un autre mariage, c'est peut-être des enfants que j'ai eus parce que j'ai fait congeler mes gamètes, et pourquoi pas, même de loin, c'est peut-être des enfants que j'ai fait porter par quelqu'un d'autre. J'ai pu promettre fidélité à mon conjoint, mais si on ne s'aime plus au bout de quelques années, eh bien on se sépare. Où est le problème? En fait, c'est une nouvelle norme, une nouvelle conception de la famille. Mais l'aspiration à la famille, la valeur famille, elle est toujours la même. On a toujours envie d'avoir une famille, un endroit où on va avoir des liens d'affection particuliers, où on va se sentir libre d'être qui on est, on va se sentir sécurisé. Troisième caractéristique, l'information. Je devrais plutôt dire la saturation d'informations. Bien sûr, vous connaissez les médias traditionnels qui se sont démultipliés à l'infini. Combien de chaînes d'information de nos jours? Bien sûr, vous connaissez Internet et tout ce que l'on peut y trouver. Et en cela, il n'y a rien de mauvais fondamentalement. Est-ce qu'il n'est pas bien et utile que n'importe qui puisse disposer de toute information? Simplement, cette pléthore d'informations nous amène à pouvoir parfois nous y perdre, nous noyer. Imaginons un peu notre personne du début, à qui on dit, écoute, à toi de faire tes choix. Les repères de la société bougent complètement. Où est le bien, où est le mal? D'ailleurs, très sincèrement, on ne parle plus de bien ou de mal. Chacun peut concevoir sa vie comme il lui semble bon. Et on dit à cette personne, eh bien, va chercher toi-même l'information. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous rajoutons notre quatrième caractéristique, les réseaux sociaux, conçus comme des communautés de liens et de personnes, ils sont devenus de véritables médias. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas que l'affaire de quelques personnes. On estime à 33% de la population mondiale comme utilisatrice des réseaux sociaux. Ils sont devenus aussi des vecteurs d'information. À l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, une journaliste faisait la remarque suivante. Elle expliquait habituellement, nous lançons une information qui est reprise dans les réseaux sociaux et qui est ensuite commentée. Or, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes,
c'est par les réseaux sociaux que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui jouer sur la décision publique. Il y a un peu plus d'un an, l'association Vita Alliance a décidé de réaliser une campagne d'information dans les rues de Paris. Information qui portait sur des messages en lien avec la vie. Ils sont passés par tous les circuits tout à fait normaux. Autorisation, marché, ils ont payé, voilà. Le jour où ces affiches sont mises, une personne passe devant, ça ne lui convient pas, elle tweet. Ping. Et de tweet en tweet, ça arrive jusqu'au maire de Paris. Et Anne Hidalgo, qui était alors maire de Paris, réagit en disant « mais ça ne va pas. C'est quoi cette campagne d'affichage? Il faut l'enlever ». Et figurez-vous que les affiches ont été enlevées. Alors l'association, certes, s'est mobilisée pour faire qu'elles soient remises. Mais ça veut bien dire qu'il y a un véritable impact de la part de l'opinion qui peut se diffuser dans des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus des hauts lieux d'influence. N'importe qui, n'importe quel particulier peut faire connaître son opinion. D'ailleurs, on parle de leaders d'opinion, d'influenceurs, de lanceurs d'alerte, qui ont même trouvé un statut juridique. Les marques ne s'y trompent pas lorsqu'elles essayent de trouver des gens sur Instagram ou sur YouTube pour pouvoir parler de leurs produits. Elles savent très bien que c'est par l'intermédiaire de personnes qu'on va pouvoir faire passer un message. Les sociologues parlent d'une émancipation par rapport aux institutions. On croit aujourd'hui plus facilement le youtubeur que la parole officielle. Reprenons l'ensemble de ces éléments. Des lieux de haute influence et qui n'enlèvent rien aux autres espaces d'influence. Le quotidien, les réunions politiques, la presse écrite. Reprenons nos différents éléments d'observation de la société. Est-ce que pour une personne, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation, en reprenant une expression de Paul, l'apôtre Paul ou saint Paul, qui disait « il y a un risque d'être ballotté et emporté à tout vent de doctrine ». Il me semble que nous sommes dans une société où ce risque est arrivé à un haut niveau. Non seulement pour ceux qui n'ont peut-être aucune religion particulière, mais y compris pour ceux qui ont une foi. Ils peuvent être ébranlés dans leur certitude, parce que tellement de choses sont brassées. Et c'est tout un art que de savoir s'y retrouver. Alors, reprenons mes ingrédients autour du leadership. Et mettons-les maintenant côte à côte avec nos observations de la société. Au moment même où nous pouvons dire oui, il n'y a jamais eu autant d'influence et d'influence exercée par des personnes, à ce moment-là, nous pourrions mettre de côté le leadership en disant « c'est pas notre affaire ». Bien sûr que nous pouvons le faire, nous sommes tous libres. Mais ma question à moi, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas dans le leadership un levier d'action possible pour le développement des personnes et la croissance des églises? Je me souviens d'une interpellation de Paul qui disait « Comment croiront-ils si nous n'envoyons pas quelqu'un? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Comment croiront-ils si personne ne parle ?» Je ne dis pas que le milieu chrétien ne parle pas, n'a pas ces espaces d'influence. De nombreuses initiatives sont prises. Mais je crois que de développer le leadership est une manière aussi d'accompagner chacun d'entre nous dans la prise de position qu'il peut avoir dans son environnement le plus proche, sa famille, sur des réseaux sociaux, dans un milieu professionnel. Je crois qu'il y a là un vrai sujet de réflexion pour les églises. Quelle stratégie? Comment intégrer dans un projet d'église le contexte sociétal dans lequel nous nous trouvons? Comment, en d'autres mots, être contemporain de nos contemporains? Arrivé à ce stade, je me permets d'affirmer la chose suivante. Je pense que le leadership, c'est non seulement un enjeu culturel, sociétal, mais je crois que le leadership
est un enjeu de portée spirituelle. Et qu'en ce sens, il est important que nous puissions y réfléchir, y travailler et considérer dans quelle mesure il ne peut pas intégrer le projet de nos églises, associations ou œuvres. C'est pour cela que nous allons passer à ma deuxième partie. Comment fait-on? Nous avons noté dans la représentation du leadership qu'en général, on parlait de leadership et en fait, on pense leader. Mais arrêtons-nous un petit peu à cette question de leader. Nous avons bien sûr tous en tête quelques grands leaders. Certains sont emblématiques plus que d'autres. Et oui, ils font partie de la réalité du leadership. Et si vous souhaitez être un leader emblématique, allez-y, ne vous gênez pas, il faut travailler la question. Mais si je pense par exemple à Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, quand on regarde leur vie, ils en ont eu des hauts et des bas. Je me demande même s'ils n'ont pas eu plus de bas que de hauts. Mais est-ce qu'ils sont devenus spontanément leaders? Spontanément, ils ont créé leur mouvement de leadership? En réalité, souvent, ils ont tâtonné, ils ont réfléchi. Souvent, eux-mêmes sont issus de l'influence, entre guillemets, de d'autres courants de pensée. Combien de leaders peuvent parfois dire « En fait, une fois, ma mère m'a dit telle chose, et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. » Dans d'autres cas, ça va être « Une fois dans la rue, j'ai entendu tel propos, et ça m'a fait un déclic. » En réalité, je crois que la question du leadership, n'est pas ce leader tel qu'on nous le présente souvent, seul, tout-puissant. Je pense qu'en réalité, il n'y a rien de plus partagé que le leadership. Je vais vous montrer une illustration qui représente, je dirais, ma carte mentale à moi du leadership. On jette un coup d'œil? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons là une photo prise d'un satellite, vue du ciel. Que voyons-nous là? La représentation de lignes aériennes. Nous comprenons qu'il y a les aéroports, des lignes d'avions et les avions qui comme ça se croisent, enfin, pas en même temps bien évidemment. Nous comprenons qu'il y a des spots lumineux. Nous voyons des grands espaces de lumière. Or, ces espaces de lumière, est-ce qu'ils proviennent d'une seule lumière, d'un seul phare? Non. Ce sont des centaines et des milliers de points lumineux. Ces aéroports, est-ce qu'ils se trouvent seuls, isolés? Non, parce que s'il n'y a aucune infrastructure, aucune route qui conduit vers l'aéroport, aucun véhicule, ils ne servent strictement à rien. On peut comparer ça à des grands leaders. Un leader seul ne sert à pas grand-chose en fait. Et en réalité, tout leader et tout leadership a été précédé de d'autres leaders et d'autres leaderships. De façon symbolique, prenons l'image du cheminement humain. Une personne qui habite dans son village et qui décide un jour d'aller voir d'autres choses, d'aller voir un autre village. Au début, on va voir simplement sa trace dans l'herbe. Mais si d'autres passent, parce que lui est déjà passé, eh bien, ça va faire un chemin. Le chemin va devenir une route. La route va devenir une autoroute. En réalité, je crois que le leadership, c'est un réseau où on s'influence mutuellement, où parfois je peux être moi leader d'une cause, mais je peux moi-même aussi me greffer à la cause de quelqu'un d'autre. Et aucun leader ne peut se développer s'il n'y a pas des gens auprès de lui, non pas pour le suivre simplement dans l'exécution, mais pour eux-mêmes porter une conviction, une vision. À partir du moment où on a cette nouvelle représentation du leadership, alors on peut comprendre que le leadership ne correspond pas uniquement à un milieu professionnel ou à une fonction, à un travail précis. Je vais vous inviter à considérer d'autres manières d'exercer le leadership. Je vais vous formuler 3 propositions et de vous-même, vous pourrez en faire tout un tas d'autres. Première proposition. Avez-vous déjà pensé au rôle de second? Alors là, je pense que je suis en train de vous perdre. Parce que normalement, on pense
leader, leadership premier. Et moi, je vous dis, est-ce que vous avez pensé à être le deuxième? De quoi je parle en disant le second? Ça peut être l'adjoint, si on essaie de traduire en d'autres mots. En fait, je parle de la zone de conseil. Et j'ai envie d'aller faire un petit détour dans l'histoire du roi David. Nous nous situons à un moment crucial. Absalom, le fils de David, a fomenté une révolte. Et au moment où nous nous situons, David est en train de quitter la capitale et Absalom, lui, veut y rentrer. Bien sûr, chacun a pris son parti. Et à ce moment-là de l'histoire, la Bible prend le temps de nous parler d'une histoire de conseiller. À ce moment-là, il y avait Ahitophel ou Achitophel, qui était un conseiller de très grande notoriété. Il nous est même dit qu'il était aussi bien écouté par Absalom que David. Imaginez qu'aujourd'hui, tous les chefs de partis politiques de droite et de gauche et du milieu écoutent le même conseiller. Ça donne à peu près ça. Donc, Absalom se dit, mais moi, il me le faut, le Ahitophel, j'ai besoin de ce mec avec moi. Et effectivement, Achitophel va faire ce choix de se joindre à Absalom. Un autre conseiller de David, lui, fait un choix différent. Il veut rester avec le roi David. Et le roi David lui dit, non, non, surtout pas, ne reste pas avec moi, tu vas rejoindre Absalom parce qu'en fait, tu vas contrecarrer les conseils d'Achitophel. On voit, et effectivement, c'est ce qui va se passer, et David va gagner et Absalom va perdre. On voit donc combien le conseil est hautement stratégique et un haut lieu en fait d'influence intentionnelle et donc de leadership. Si vous faites partie de ces gens qui ont des fonctions, je ne sais pas, d'accompagnateurs, d'experts, de cabinets conseils, de psychologues, qu'importe, ou même si vous êtes de ces personnes qui avaient ce qu'on appelle une espèce de sagesse, de bon sens, où souvent on vous dit « Ah, alors là, tu as trouvé de nouveau la solution, la bonne réponse ». Peut-être que vous faites partie de ces personnes et que vous vous dites « Bon, ben c'est bien, je me rends compte que je rends régulièrement service, mais bon, voilà, qu'est-ce que je fais de ça ?» Eh bien, peut-être qu'il est utile de réfléchir si en fait en vous ne se trouve pas un leadership potentiel que vous pouvez développer. En fait, ça m'amène à pouvoir évoquer le mécanisme de déclenchement du leadership. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait d'une situation, je vois mieux, je verrai autrement. Et cette étape d'insatisfaction, elle vient souvent de qui on est, de notre sensibilité, de ce qui nous anime, de ce qui nous habite. Par exemple, vous pouvez avoir une personne qui va passer régulièrement dans des locaux qui sont mal rangés et qui, elle, va trouver ça absolument inadmissible. Et à côté, vous pouvez en avoir une centaine qui va dire « oui, tiens, c'est sale », mais qui ne va pas du tout s'en offusquer. La première marche va consister à dire « je veux changer quelque chose ». Mais la deuxième marche, c'est celle qui dit « je le fais, je m'y mets, je veux changer le monde ». En quelque sorte, la première marche, c'est ce qui peut correspondre à l'appel. La deuxième marche, c'est répondre à l'appel, se mettre debout. Et il y a une troisième marche. Et cette troisième marche, c'est quand nous disons « nous », on passe du « je » au « nous ». Je vais aller voir d'autres personnes. Je vais voir dans quelle mesure elles peuvent se mobiliser, qu'est-ce qu'elles en pensent. Et très souvent, à partir d'une idée initiale, le fait d'associer d'autres personnes va nous amener à enrichir l'idée de départ. Le mécanisme de départ du leadership, c'est ça. Après, oui, il y a plein de choses à apprendre, à développer, mais ça, ce sont les 3 premières marches. Après avoir vu le rôle du conseil ou du second, imaginons une autre proposition. Si je vous parlais du leadership de la technique, alors là, je pense que je vais en perdre encore plus que tout à l'heure. Oui, technique, artisan, technicien, logistique, outils, procédures, process. Vous êtes peut-être de ceux qui, soit par votre métier, soit par votre tendance naturelle, trouvent toujours des solutions techniques et faciliter la vie des autres. Dans une église, quand on a un projet, il vaut mieux mettre un minimum de procédures. Si vous dites aux gens, allez-y, développez vos projets, si vous ne tracez pas un chemin, vous risquez soit d'avoir
un découragement total parce que personne ne sait comment s'y prendre, soit d'avoir une monstrueuse pagaille. Deux exemples peuvent vous prouver qu'on peut développer un véritable leadership à travers les outils. Premier mot, Facebook. C'est quoi à l'origine? C'est des chiffres, c'est une page, c'est des carrés, des rectangles dans lesquels on écrit. Mais c'est l'idée qu'il y a eu à l'origine qui est porteuse de leadership. Et un autre mot va certainement vous parler. Caricature. Caricature? De quoi parlons-nous? Charlie Hebdo? Le Bataclan? L'assassinat récent d'un enseignant? Deux chefs d'État entre la France et la Turquie qui se disent des choses pas toujours très agréables? Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de tout cela? Des caricatures. Je ne dis pas si c'est bien ou mal, ce qu'il faut faire ou pas. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de dessin, de papier, de crayon. Et est-ce que ça ne fait pas, depuis plusieurs années, quelque chose qui a transformé notre quotidien? C'est aussi un appel aux artistes. Troisième proposition, troisième manière d'exprimer son leadership. Et ça, c'est Paul qui nous le donne, qui nous donne cette façon-là. À un moment donné, il va parler de la croissance de l'Église. Et il va nous dire un certain nombre de choses. Il nous dit d'abord, le chef de l'Église, c'est Jésus. Ok, pas de discussion possible. Deuxième strate de réflexion, il nous dit, voilà, le principe de la croissance, c'est que le corps va grandir parce que chaque membre va grandir, mais chaque membre va grandir parce que le corps grandit. Ok, interdépendance, interaction, rien à dire. Troisième point, il nous dit, et Dieu donne à l'Église des gens qui ont des ministères particuliers, afin de contribuer à l'enseignement et l'instruction des membres de l'Église. Et là, il parle des prophètes, des apôtres, des pasteurs et des évangélistes. Très bien. Et puis il rajoute une quatrième strate. Et il dit, et le corps, coordonné et fortement uni par les articulations, va ainsi pouvoir permettre à chaque membre d'exercer son activité spécifique. Les articulations ou les jointures, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de coordination. Ça nous parle de tous ces métiers, toutes ces fonctions qui vont créer du lien. Ça nous parle de toutes ces personnes qui ont une espèce de spontanéité naturelle à dire « Attends, cette personne-là, on pourrait la mettre en lien avec ce groupe-là. Là, je pourrais imaginer qu'un tel pourrait aller dire telle chose à un tel. » C'est ceux qui vont avoir un sens de l'organisation, qui vont pouvoir vous organiser quelque chose et chacun aura sa place à chaque endroit. En fait, il y a différentes expressions dans la question des articulations. À tel point d'ailleurs qu'on peut s'interroger si le pilotage d'une église ne devrait pas plutôt, éventuellement, porter sur la coordination. Est-il légitime que nous laissons nos équipes pastorales porter à la fois leur ministère, celui auquel ils ont été appelés, et puis en même temps devoir organiser, gérer des églises et des associations? Si nous y regardons bien, je viens d'évoquer que quelques pistes. Et vous pouvez tous, à partir du moment où vous modifiez peut-être votre représentation, adopter peut-être ma carte mentale sur le leadership, alors vous voyez bien que le leadership n'est pas réservé qu'à quelques-uns, mais que nous sommes tous concernés et que nous avons tous la possibilité, à un moment donné ou à un autre, de pouvoir dire « je vais faire quelque chose et je vais le faire avec d'autres ». Une fois que l'on a compris ça, on a quasiment réglé notre dernier point qui est comment accompagner les autres dans leur leadership. Je vais cependant vous donner quand même 3 autres pistes. Première piste, le dedans-dehors. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un chrétien qui est engagé dans un milieu professionnel va développer une spécificité particulière. Je ne parle pas de la compétence métier que n'importe qui peut avoir s'il a suivi la même formation ou s'il a des expériences similaires. Je ne parlerai pas du basique chrétien, je dirais le fruit de l'esprit, mais je parle en fait de l'interconnexion entre ces deux domaines. Quand on travaille en tant que chrétien, on va souvent se
poser des questions, se casser la tête en disant « Qu'est-ce que ça change le fait que je sois chrétien ?» Bien sûr, je me dois d'être honnête, je me dois de faire plein de choses, mais je ne parle pas de ça. Je parle de ces réflexions qu'on va développer parce qu'on est confronté à certains problèmes professionnels. De ce fait, on développe une expertise spécifique. Et dans nos églises, que faisons-nous de ces expertises spécifiques? Nous savons que nombreux chrétiens ont du mal à faire le lien entre leur foi et leur vie quotidienne. Et si nous partions de personnes qui, par leur réflexion, ont réussi à confronter, entre guillemets, foi, valeurs chrétiennes et vie professionnelle? N'y aurait-il pas intérêt parfois à favoriser des groupes d'échange, de pratiques professionnelles et de foi? Certaines associations le font, c'est vrai. Mais je parle au sein de l'Église. Bien sûr, l'avantage d'une Église, c'est que souvent, elle mélange les générations et les cultures, et heureusement qu'elle le fait. Et nous rencontrons souvent des gens que peut-être nous n'aurions jamais rencontrés autrement. Ça n'enlève rien, dans ce que je dis, à l'apport des enseignants. Oui, il faut que ceux qui sont en charge d'enseigner viennent nous chercher avec la doctrine. Mais en même temps, est-ce que ces expertises ne peuvent pas venir alimenter la foi de tous? Autre dedans que je propose. Quelle place dans la cité? Bien sûr, chaque association, chaque église va réfléchir à un moment donné à ce qu'il fait dans le village, la commune où il se situe ou le quartier. Quelle partie prenante pouvons-nous avoir lorsqu'il s'agit d'élections? Je ne parle pas de parti pris pour un parti politique donné. Je dis, mais est-ce que nous donnons la possibilité peut-être de réfléchir à ce que l'on peut attendre d'un homme ou d'une femme élue? Autre possibilité, les villes mettent en place des conseils de développement qui permettent à des citoyens de se porter candidat pour contribuer en fait à réfléchir à des actions à développer. Ce n'est pas à l'Église de dire à une personne « va te porter candidat », bien évidemment. Mais est-ce que nous ouvrons ces possibilités? Est-ce que nous disons « si tu y vas, nous on prie pour toi, tu t'engageras à titre personnel, bien sûr, ce que tu diras c'est ta pensée, mais on est avec toi ». Deuxième proposition pour accompagner les autres dans leur leadership, c'est la délégation accompagnée. Si nous voulons voir émerger des capacités d'engagement, de créativité, eh bien, prenons l'habitude de confier certaines responsabilités à d'autres personnes que celles qui en ont habituellement. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite la grande mission sur 10 ans. Ça peut être un projet, une action sur 3 mois. Et surtout, accompagnons. Parce que certains d'entre nous peuvent avoir l'habitude de conduire des projets, mais d'autres peuvent dire « j'ai plein d'idées, mais en fait, je ne sais pas comment faire ». Et puis, quel que soit le milieu, professionnel ou église, il faut mettre en place quelques petites règles de fonctionnement. Il faut pouvoir aussi suivre et dire « où en es-tu? Comment ça se passe ?» Ça n'est pas un manque de confiance, c'est juste une guidance. Troisième proposition, la gouvernance de nos associations et églises. Certes, nous sommes en général fondés sur des associations, des ONG, des associations cultuelles. Il y a donc un support juridique. Mais le support juridique ne dit pas comment on doit fonctionner en Église. La Bible d'ailleurs, elle-même ne nous dit pas exactement comment doit s'organiser une Église. Nous avons des points de repère, nous avons des fonctions clés, des pasteurs, nous avons des anciens, des diacres, des ministères, nous avons des types de rencontres dans des lieux officiels, dans des maisons, nous avons des liens, des relations qui se créent. Mais le Nouveau Testament ne nous indique pas clairement comment doit être une Église. Donc ça veut dire que nous avons le choix. Et si nous voulons développer, renforcer le leadership des membres d'une Église, est-ce qu'il ne convient pas de s'interroger aussi sur comment nous prenons les décisions? Si nous identifions des experts parmi nous, ne faut-il pas les interpeller à certains moments sur des sujets de l'Église? Nous envisageons des travaux. Il y a certainement des gens qui connaissent la question. Nous envisageons tel ou tel projet. Qu'en pensez-vous? Nous envisageons éventuellement de développer une chaîne YouTube, etc. À travers tout ça, je veux dire que
nous avons, par nos représentations, l'ouverture que nous pouvons donner à la conception du leadership et les possibilités diversifiées de permettre à des personnes de pouvoir elles-mêmes s'entraîner, entre guillemets, dans le cadre de l'Église, eh bien, nous leur donnons la possibilité de pouvoir développer leurs compétences personnelles. Or, dans la société d'aujourd'hui, c'est bien la compétence personnelle qui permet à une personne de pouvoir tenir et de se frayer un chemin. Nous permettrons peut-être ainsi aussi à des personnes d'être en capacité de pouvoir elles-mêmes développer une zone d'influence intentionnelle beaucoup plus importante qu'elles ne l'auraient fait auparavant. Permettez-moi de finir par une interpellation de Jésus et un slogan politique. L'interpellation de Jésus. À un moment donné, il va poser la question suivante et dire « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Et il ne répond pas à la question. J'ai tendance à croire qu'il savait, qu'il avait les éléments de réponse. Et si nous lisons la Bible, nous pouvons aussi trouver des éléments de réponse. Et pourtant, la question est restée ouverte, qui fait que chaque génération, chaque lecteur de la Bible va se trouver face à cette question. La réponse que je donne personnellement, elle est double. Pour que le Fils de l'homme retrouve la foi quand il reviendra, eh bien déjà, je dois maintenir ma propre foi, y veiller. Mais je peux aussi, en permettant à d'autres de développer leur leadership, donner la possibilité de développer les lieux, les espaces, les vecteurs d'influence qui vont pouvoir permettre de communiquer l'Évangile dans notre société. Alors maintenant, permettez-moi de terminer sur un slogan électoral. Je vais reprendre celui de Barack Obama lors de sa première campagne électorale. Souvenez-vous ce qu'il disait. Il disait « Yes, we can, on va y arriver, nous pouvons ». Eh bien moi, je finis en disant « Yes, you can, vous pouvez ». Merci de votre attention.